Bonjour à tous. Au sein de notre édition spéciale, je reçois Alan Nagam, qui est le président de la Fédération des très petites entreprises de la Guadeloupe et aussi d'outre-mer. Donc, Alan Nagam, merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, les très petites entreprises sont les entreprises tout court, je dirais, sont touchées par cette mobilisation, par cette crise sociale. Alors, est-ce que le moral des chefs d'entreprise est au plus bas? Est-ce que le moral est à zéro? Bonjour, je dirais bonjour, chefs d'entreprise de la Guadeloupe. Je dirais un bonjour spécial à celles et ceux qui ont été victimes de pillage, de dégradation de leur magasin, de leur outil de travail. Et je salue particulièrement ceux qui, à Basse-Terre, je sais, qui ont beaucoup souffert, effectivement, comme Guy Georges, ont beaucoup souffert de tout cela. Je sais qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, effectivement, ils ont le moral à zéro. Mais principalement, ils espèrent voir venir. Donc c'est pour ça que moi, je lance un appel à l'apaisement. Je dis qu'il y a des solutions possibles. Mais les solutions sont possibles si nous sommes ensemble, si nous travaillons ensemble pour effectivement, et je le dis volontairement, autour du président Chalus et du président Losbar. Parce que nous avons besoin de ces personnalités qui dirigent les collectivités pour que nous puissions effectivement poser des solutions au gouvernement. Oui, alors on a vu que le président du conseil régional a eu à s'exprimer, Guy Losbar aussi, mais le président Chalus a eu à intervenir à différents endroits pour donner son positionnement, pour se faire entendre. Il a dit avoir interpellé le gouvernement. Il a dit aussi que depuis tantôt, il essaye de faire passer le message, celui de la situation économique et sociale de la Guadeloupe. Pour l'heure, il n'est pas satisfait des réponses données par ce gouvernement. Est-ce que on peut dire qu'il y a une entente aujourd'hui, chefs d'entreprise, nos élus, et puis que ça puisse prendre, que ça puisse porter? Est-ce qu'il y a une entente ou est-ce qu'il y a quand même une désunion dans tout cela? Non, mais franchement, avoir écouté les propos du Premier ministre Jean Castex, et après avoir entendu le président Chalus suite à cette réunion avec le Premier ministre, je crois que le président Chalus a mis en place les orientations pour que nous arrivions à une solution. Nous devons, et c'est pour ça que je voudrais demander justement à nos amis élus, à l'ordre des avocats, aux juristes, de bien étudier l'article 73 de la Constitution pour voir le volet d'adaptation des lois. Parce que je pense que si nous analysons bien les choses dans le volet d'adaptation des lois, peut-être que nous allons trouver des solutions pour porter réponse à celles et ceux qui sont aujourd'hui dans la rue pour demander effectivement que leurs droits soient respectés, leur liberté soit respectée, parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ou etc. Aujourd'hui, je pense que nous devons permettre effectivement à la situation de trouver une issue, si toutefois, et je le répète, que nous puissions être ensemble, même si nous avons des désaccords. Et ça, je lance un appel formel aux élus, particulièrement aux parlementaires et à un de mes parlementaires voisins d'enfance, qu'il n'est plus le moment de faire des exercices politiques politiciennes. Le moment est devenu pour que chacun porte sa contribution. Élus, parlementaires, présidents de région, mais aussi les chefs d'entreprise, les organisations patronales, et je l'ai dit au président Chalus, la FTPE se met à sa disposition et c'est à lui de nous dire quoi faire. Aujourd'hui, on est Alors prêt. justement, aujourd'hui, et nous allons y arriver, est-ce que nous ne sommes pas dans un contexte où tous les propos peuvent vous condamner, tout ce que vous pouvez dire peut vous condamner parce que tout est électrique et ça ne passe pas. Donc que vous puissiez dire la vérité, ça vous condamne, que vous puissiez dire autre chose. En tout cas, on est dans une situation où comment la difficulté, c'est comment arriver à se mettre ensemble, à s'entendre et à faire fi des divisions de jadis ou à faire fi de ses intérêts personnels. Parce que nous devons porter ensemble une solution.
Et la preuve, hier soir, je sais que les syndicats des événementiels étaient en réunion et ils ont eu une idée qui est magnifique, de créer une maison du dialogue. Donc voilà déjà une proposition à mettre sur la table. Et pour aller au-delà, nous avons déjà tantôt dit que nous devrions arriver aux assises de l'économie et de la vie sociale. Je crois que la Guadeloupe est arrivée à un tournant. Nous sommes arrivés à la fin d'une économie qu'on appelle l'économie de comptoir ou l'économie de consommation dite économique coloniale. Aujourd'hui, les bases doivent être posées pour une nouvelle orientation économique basée sur une production industrielle avec un moteur de croissance. Parce que vous savez que la Guadeloupe s'est portée bien à une époque dans les années 40, dans les années 60, parce que nous avions un moteur économique qui s'appelait la canne à sucre. Et quand l'usine fonctionnait, il fonctionnait correctement, l'élevage, l'agriculture, tout le monde fonctionnait, tout le monde mangeait à sa faim. Aujourd'hui, nous devons retrouver ce moteur de croissance. Et la FTPE porte un projet essentiel qui s'appelle le Guadeloupe Éolien Offshore. Ce projet-là, c'est un projet qui nous amène à la production d'hydrogène, de gaz et d'ammoniac. Et ce qui permet effectivement de redonner confiance jusqu'à 2050 sur un projet majeur. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas que ça, parce que nous portons aussi le projet cannabis thérapeutique médical option drépanocytose, c'est de l'industrie. Il y a aussi, on peut repartir sur l'agriculture avec l'affinage de viande bovine de première catégorie, on peut repartir sur le végétal. On a tous les atouts pour relancer l'économie. La Guadeloupe est la région la plus riche de France en termes de potentiel. Les plantes médicinales, qu'on appelle, comme les Canadiens l'appellent, en région tropicale. Et ils étudient ce que nous avons. Mais aujourd'hui, on doit se mettre ensemble, déjà pour calmer, pour sortir de la difficulté. Nous devons premièrement sortir de cette difficulté de dialogue avec les intervenants. J'ai entendu le ministre de l'Outre-mer dire qu'il ne souhaite pas dialoguer avec le LKP ou le GTG. Le GTG est aujourd'hui un syndicat majeur qui viennent de gagner localement les élections représentatives des TPE. Même s'ils ne peuvent pas siéger parce que c'est une élection nationale, mais on sait que localement, c'est un des syndicats majeurs. Donc nous devons discuter avec eux, nous devons discuter avec les autres, nous devons discuter avec les socioprofessionnels, nous devons discuter avec les organisations comme l'UDE-MEDEF, comme la CPME, comme la FTPE et comme l'UDP. Mais à cela, effectivement, mais nous devons avoir une base, un ordre du jour précis. Et l'ordre du jour précis, c'est effectivement demander au gouvernement de surseoir pour un temps cette logique de vaccination qu'ils obligent à des soignants. Alors on a vu, et on va cheminer ensemble, récemment on a vu, on a entendu le président de région s'exprimer. J'espère que très bientôt il viendra sur ce plateau dans un format long pour qu'il puisse échanger avec cette population guadeloupéenne, mais on a vu, entendu, il a dit qu'il faut sortir de cette situation, que son dada, c'est l'économie, et qu'il va falloir bien que ça reparte et faire cesser les choses. Alors, vous avez entendu, vous aussi, le discours du Premier ministre, vous avez entendu le ministre des Outre-mer. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pouvez vous dire, oui, nous allons vers une sortie de crise, nous pouvons être sereins vis-à-vis de l'avenir? Pas du tout. Si j'écoute le Premier ministre, pas du tout. Si j'écoute le ministère de l'Outre-mer qui reprend un peu, c'est normal parce qu'il a son Premier ministre qui parle, il ne doit pas le contredire. Pas du tout. Par contre, il y a deux choses. C'est la médiation, mais c'est la possibilité que nous avons pour pouvoir dialoguer. Mais pour cela, nous devons dialoguer entre nous, composer la force du dialogue que nous devons représenter face au préfet et au directeur administratif qui existent en Guadeloupe. Et nous devons leur dire... Est-ce qu'il fallait justement attendre que le ministre dise oui, il faut un espace de dialogue, il faut tout ça pour pouvoir le faire? Est-ce que sur le plan local, avant que ça n'arrive à cette situation, on va dire, compliquée, on ne pouvait pas s'asseoir et dialoguer. Tout le monde appelle de ses voeux le dialogue. Je veux dire une chose, parce qu'on vit aujourd'hui une grande hypocrisie qui est mise à découvert.
on se dit tous Guadeloupéens, quel que soit le niveau où on se trouve. Mais le dommage, c'est que on n'arrive pas à se parler ensemble. Parce que qu'est-ce qu'il s'agit aujourd'hui? Il s'agit de sauver l'économie guadeloupéenne et de sauver la famille et la jeunesse guadeloupéenne. Et là, on dirait que ça frustre certains de pouvoir effectivement parler de la famille et de la jeunesse guadeloupéenne. C'est vrai que toutes les familles n'ont pas la chance de certains. Toutes les familles ne peuvent pas dire que bon, ils peuvent payer les études pour des enfants. Malheureusement, c'est la vie sociale qui est comme ça. Mais à un moment, et je pense que ce moment-là est arrivé, que nous puissions effectivement nous dire, si nous sommes patriotes guadeloupéens, si nous sommes Guadeloupéens de naissance où on vient d'arriver, etc., mais qu'on se sent, on a envie de vivre dans ce pays-là, dans la qualité de vie que nous offre la Guadeloupe, nous devons effectivement donner sa chance à chacun. Et pour cela, l'opportunité nous est donnée aujourd'hui, parce que quand je reprends les propos du président Challus hier soir, tout est dit pour que nous puissions nous retrouver dans une base de réunion des forces vives de la Guadeloupe pour que nous puissions effectivement échanger avec l'État et faire des propositions à l'État. Je suis sûr que si nous sommes ensemble et pour dire à l'État que la situation sanitaire telle qu'il est en Guadeloupe aujourd'hui, elle s'améliore parce qu'effectivement le Covid tend à diminuer chez nous et que nous ne souhaitons pas non plus recevoir trop de choses pour que ça puisse repartir, on doit faire attention. D'ailleurs, depuis une semaine, on ne parle plus de cas Covid depuis que les événements ont commencé. Brusquement, il n'y a plus de communication du préfet sur les cas Covid qui augmentent ou diminuent. En tout cas, ce qui est aujourd'hui, c'est que si nous sommes ensemble, réunis autour d'une table pour dire au gouvernement, voilà ce que nous demandons, de surseoir momentanément à cette obligation vaccinale, à ce pass sanitaire obligatoire pour les entrées. Et j'ai fait une analyse rapidement. Il semblerait que c'est 1400 soignants qui ne sont pas vaccinés. Et le ministre parle de 85% de gens vaccinés. Je répondrai, c'est que nous avons aux environs de 3000 salariés à l'hôpital. Si 3000 salariés et que 1400 ne sont pas vaccinés, je ne sais pas où le ministre pense c'est 85% de soignants vaccinés. Donc, il faut après que... Alors là, c'est vrai à moins qu'il a une comptabilité différente de notre. Parce que je pense que 1500, c'est la moitié de 3000. Donc, ça voudrait dire que la vaccination aujourd'hui est aux alentours de 50 à 55% au niveau du personnel de santé. Donc, il faudrait qu'on arrête de nous raconter tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est très utile, et je le dis encore, c'est face à face, autour d'une table, tous les responsables confondus, que nous pourrions effectivement nous dire notre vérité et sortir un communiqué de presse qui dira voilà les conditions pour lesquelles nous comptons aborder la sortie de crise. Et je pense que ça se fera avec les syndicats, avec les personnes ressources qui sont autour, avec les avocats, avec les politiques, avec le monde professionnel. C'est comme ça. Alors, et il faut rajouter la société civile. Nous avons l'université peut être aussi, avec Georges Calix, avec d'autres qui peuvent effectivement être là pour écrire ce communiqué que nous pouvons sortir. Vous avez dit momentanément repousser la date de l'obligation vaccinale. Alors c'est justement ce que certains ne peuvent pas entendre, repousser. Les gens disent non, il faut oublier l'obligation vaccinale sur le territoire. Le gouvernement dit non. Nous disons que c'est une loi et nous irons jusqu'au bout. Le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a dit, le ministre des Outre-mer l'a dit, le préfet l'a dit. L'État est dans une ligne, il y a une obligation vaccinale. Ça s'applique sur tout le territoire français. Qu'est-ce qui donne raison à l'État? Parce qu'il a fait une loi. Une loi, ça se fait et ça se contrefait. Aujourd'hui, les dispositifs administratifs et juridiques sont posés pour qu'on puisse effectivement mettre les paramètres pour que nous puissions dire ils peuvent garder leur loi. Ça n'empêche pas qu'on peut se dire qu'on fasse un dédit de 6 mois. Et dans ce temps-là, la science augmente, tout avance et peut-être qu'à ce moment-là, ça ne sera plus obligatoire.
Tout est possible dans la vie. C'est la volonté des hommes seulement qui doit se mettre pour réaliser. Et si dans 6 mois, c'est obligatoire, on retourne à la case départ? Non, mais là, je pense qu'à un moment donné, dans le laps de temps des 6 mois, nous avons le temps d'échanger, nous avons le temps de discuter, nous avons le temps de faire des propositions, nous avons le temps de recadrer l'évolution économique de la Guadeloupe, nous avons le temps d'assagir, en fin de compte, les hommes. Parce que ce qui se passe en Guadeloupe, et je le dis, je l'ai eu l'occasion de le dire ici, nous ne fréquentons pas nos jeunes. Et on ne se fréquente pas en Guadeloupe. Parce que je prends le cas, je connais certains qui, par exemple, moi, je suis sûr que le dimanche, mon plaisir, c'est d'aller au restaurant à Port-Louis, à Bouillante, à droite. Il y a certains qui ne le font jamais. Ils ne le font jamais. On ne les croise jamais sur le territoire. Jamais. Ils sont où alors? Eh bien, ils sont chez eux, ils sont ailleurs, ils sont peut-être aussi ceux aussi qui ont la chance de pouvoir être sur leur bateau. Il y a d'autres. Mais à quel moment on ne se fréquente pas dans ce pays de Guadeloupe? Et il faudrait qu'on apprenne à se fréquenter. C'est pas seulement autour dans des dîners, etc., qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se fréquente dans ce pays-là. On a diverses communautés qui ne se fréquentent pas. On ne se fréquente pas. On se considère peut-être avoir trop d'argent ou alors être dans des conditions de vie un peu trop à l'aise pour qu'on puisse effectivement regarder le pauvre qui est à côté. Mais c'est comme cela. C'est en se fréquentant qu'on va effectivement comprendre la sociabilité du pays, qu'on va pouvoir effectivement savoir la souffrance et la misère qui existent dans ce pays-là. Il y a de la souffrance et de la misère en Guadeloupe. Est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans une lutte des classes? Mais on y est. On est en plein dedans. Parce que quand certains appellent à la répression, d'autres cherchent des solutions et d'autres disent que bon, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il n'y a pas qu'à garder nous. On est dans la lutte des classes. On y est en plein dedans. Mais par contre, la chance qu'on a en Guadeloupe, c'est que nous sommes tous parents. Nous sommes tous parents. Moi, je le vis dans ma famille, nous sommes tous parents. Mais nous sommes tous parents, mais ça aussi, ça ne s'entend pas, ça ne se comprend pas forcément, puisqu'on dit, oui, mais un tel est ami avec un tel, donc forcément, il est d'un côté, un tel connaît un tel, forcément, il est d'un côté. Donc, nous sommes tous parents. Est-ce que ça a une vraie résonance en Guadeloupe? C'est une vérité, mais qui n'a pas de résonance, parce qu'on a peur de cette résonance, justement. Mais le moment est arrivé, justement, que nous puissions nous dire nos vérités. Et ça, j'ai bien peur que personne ne veut l'envisager. La situation de crise que nous vivons nous oblige à nous dire nos vérités. Et ça, il faut que nous acceptions de nous le dire. Mais ça, nous qui dit si nous ciser ensemble. Mais comme nous avons fait tout effort pour nous pas ciser ensemble. Nous, tout le monde besoin Charles venir là pour nous parler Charles, pour nous dire Charles, voilà comment nous avons sa président, qu'il vienne par là, non. Il faut que le président Charles fixe un ordre du jour sur lequel nous devons évoluer. Premièrement, nous devons trouver les voies et moyens pour sortir de la crise. Deuxièmement, les méthodologies pour que nous puissions évoluer sur l'orientation économique des territoires. Troisièmement, qu'est-ce que nous faisons? Quel choix nous faisons sur les métiers et l'économie pour que nos jeunes se retrouvent. C'est vrai, on a des jeunes qui sont super diplômés. Quand vous avez un jeune qui a Bac+5 et qui ne trouve pas son lot, parce que soit il doit repartir, aller à Paris, au Canada, et ce que je déplore, parce que c'est une vérité aussi qu'on doit se dire, nos jeunes vont remplir la déchéance qui se trouve dans le 9-3. Parce qu'on les cantonne dans le 93 pour effectivement, parce qu'ils sont dans la misère. Et ils sont obligés d'accepter le SMIC en France, alors quand on a chauffage, on a toutes sortes de choses à payer, et bien justement, ils vivent une misère sociale. Ils quittent leur territoire pour aller vivre une misère sociale en France, alors qu'ils auraient pu vivre avec dans les mêmes conditions. Est-ce que les compétences sont reconnues? Aussi. Alors aujourd'hui, tout à fait. Il y a ça aussi. Nos compétences ne sont pas, leurs compétences ne sont pas reconnues. Leurs compétences peuvent être reconnues chez eux, mais souvent c'est difficile ailleurs. Parce que c'est vrai que les compétences sont reconnues ici et difficiles ailleurs. Difficile ailleurs. Est-ce que c'est pas peut-être l'inverse? Non, mais c'est pas l'inverse. C'est qu'ils sont reconnus ici. C'est pas parce qu'ici effectivement on ne donne pas leur place à notre jeunesse. C'est ça qu'il faut vérité. C'est pas que la compétence n'est pas reconnue, mais on ne donne pas leur place à la jeunesse guadeloupéenne. Parce qu'effectivement, souvent, on préfère faire venir d'ailleurs. Je vais vous dire une chose. La seule raison qui pousse beaucoup de chefs d'entreprise de ne pas embaucher des jeunes Guadeloupéens, c'est parce qu'ils ont peur de l'UGTG. Ils se disent que si nous embauchons des Guadeloupéens, ils iront se syndiquer à l'UGTG. Voilà une des raisons pour lesquelles les jeunes Guadeloupéens ne sont pas embauchés en Guadeloupe. Que c'est ça? Je le pense parce que je le vis et je le sais. Je fréquente tout le monde économique de la Guadeloupe. La
il y a plus de craintes qu'ils ont, c'est que si ils embauchent un Guadeloupéen, il dira ce syndicat, l'UGTG, et c'est là de... Pour eux, parce que pour ces gens-là, l'UGTG, c'est la merde, l'UGTG, c'est le pourrissement, l'UGTG, c'est la politique, etc. Alors justement, qui il faut qu'on se le dise. Qui fait passer cette idée que l'UGTG représente un vrai danger, et est-ce que ceux qui n'embauchent pas les Guadeloupéens... Mais non, de toute façon, quand je parle comme ça, et je parle ce langage de vérité, tous, ils se reconnaissent. Mais aujourd'hui, ce que je leur demande, c'est qu'ils doivent venir exprimer cette position-là autour de la table. Mais pourquoi les patrons, justement, puisqu'on est dans un franc-parler, je dirais, pourquoi est-ce que les patrons ont peur de l'UGTG et des syndicats, je dirais, en général? Mais les patrons n'ont pas peur de l'UGTG. En général. Enfin, ils en ont peur. Pourtant, ils n'embauchent pas. Ils n'embauchent pas par rapport à ça. Mais quand je dis que... Parce que aujourd'hui, certaines catégories de patrons qui sont dans une détermination, parce qu'effectivement, ils n'ont pas cette connaissance sociale de la Guadeloupe. Ils n'ont pas cette sensibilité. Ils n'ont pas la fibre. Ils n'entrent pas... Parce que vous savez que la sociabilité, ça s'étudie. Et il faut savoir aussi la psychologie d'un peuple aussi, ça s'étudie. Mais... Qu'est-ce qui le fait? Aujourd'hui, c'est plus facile d'écarter, d'envoyer paître, etc., de se cacher. Mais aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, on doit se dire la vérité. Moi, je rêve de voir mes amis, parce que vous savez une chose, je suis un ancien du séminaire au collège. En Guadeloupe, j'ai des amis qui sont devenus commandants de gendarmerie, qui venaient du séminaire au collège. Et le séminaire au collège, c'est une fraternité. Moi, j'aurais bien aimé retrouver cette fraternité-là autour d'une table aujourd'hui pour l'économie, pour sauver la Guadeloupe. Parce qu'on l'a été quand on était jeune. On l'a été, on a vécu. On ne s'est jamais tapé sur la gueule quand on était là. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité de pouvoir se dire les choses, d'être ensemble pour l'économie du pays. Et effectivement, il y a eu des grands syndicalistes qui étaient au séminaire au collège. On a vécu ça. Après, bon, certains sont allés à Versailles, d'autres à Massabielle, etc. Mais on a vécu correctement aujourd'hui. Donc, on se fréquente encore, on se rappelle de tout cela. Mais ce que je demande, de mettre cette fraternité que nous avons eue dans le cadre du collège et dans le système éducatif, que nous puissions nous retrouver effectivement et dire les choses à vérité. Donc, nous sommes tous Guadeloupéens. Et je vais revenir parce que ce sont des propos forts. Vous dites, moi je dis les choses, il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie. Donc si aujourd'hui des jeunes Guadeloupéens ne sont pas embauchés, c'est parce que les patrons pensent que ces personnes seront des adhérents à l'UGTG. Oui, ils ont peur de cette sociologie guadeloupéenne parce que, qui fera qu'un jeune, pour défendre ses droits, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que l'UGTG est un syndicat qui défend les droits. La CGT donc aussi. Les parents devraient être contents. Il faut aussi. Les patrons devraient être contents que les syndicats, c'est des partenaires. Ce sont des partenaires. Parce que, regardez, ils sont bien contents de siéger dans les organismes paritaires, à la CAF, à la Sécurité sociale, au Césaire, un peu partout. On se retrouve dans ces instances-là. On se retrouve. Parce que c'est le collège patronal, le collège syndical. Tout le monde se retrouve. On discute, on échange. La sécurité sociale fonctionne, la CAF fonctionne, etc. Mais pourquoi ça ne peut pas fonctionner dans la rue, dans la vie de l'entreprise? Eh bien, c'est toutes ces réalités-là que nous devons mettre sur la table pour dire que nous sommes en capacité, dans les organismes paritaires, comme la CGSS, comme la CAF et comme les autres instances où nous siégeons, de parler ensemble. Donc, mettons-le à l'ouvrage dans cette situation économique aujourd'hui pour que nous puissions parler entre nous. Je pense qu'aujourd'hui... Quand on a peur, c'est parce qu'on n'est pas en phase avec ce qu'on fait. Oui, mais je pense qu'on devrait apprendre à nous connaître. Je suis sûr que dans l'intellect de chacun, Domota n'est pas plus pire qu'un autre, Gabi Clavier n'est pas plus pire qu'un autre, comment il s'appelle, le secrétaire général de la CGT, son nom m'échappe, Nomertin n'est pas pire qu'un autre. Nomertin, on sait de quel milieu il vient, mais il parle correctement le français, il sait s'exprimer, il connaît son dossier, etc. Mais c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'aller au-delà. On n'a pas besoin d'aller au-delà. On doit se respecter l'autre, regarder dans ce qu'il dégage, ce qu'il propose, pour que nous puissions définir ensemble. On doit définir la société guadeloupéenne ensemble. Et c'est de ça... Est-ce possible?
C'est possible si on arrête effectivement de se vilipender, de se désigner, parce que c'est ça qui s'est fait. On se montre du doigt. On se montre du doigt en dédiant quelqu'un. Mais des fois, ce n'est pas la vérité. La preuve, vous regardez comment aujourd'hui on entend des discours qui sont en dehors de chez nous, par exemple sur LCI ou sur France Inter, ce sont des contre-vérités. C'est des choses comme, je peux le dire, les interviews qu'a donné le président de la Chambre de commerce, Patrick Vial-Collet, pour moi, c'est honteux. Qu'est-ce qui vous a choqué? D'aller dire de tels propos. Dire qu'en Guadeloupe, que tout va bien, qu'en fin de compte, que c'est des fouteurs de merde, c'est des jeunes qui sont des voleurs ou des pillards, qui existent. Donc maintenant, il suffit de les tabasser, de les donner, que la répression se fasse pour que les choses reviennent au calme. Je trouve que, quand même, Patrick Vial-Collet, il est Guadeloupéen, il a des salariés, il a tout le monde. Et quand même, il vit de l'argent des Guadeloupéens, même si c'est des transferts sociaux. Parce qu'effectivement, le Guadeloupe est cantonné à vivre avec le RSA, le fonctionnariat et la CAF, etc. Mais cet argent-là, il va où? Il va dans les caisses des supermarchés, il va aussi dans les croisières, il va aussi dans les hôtels pour faire le week-end, il va à droite et à gauche. On vit de cette manne financière que sont les transferts sociaux, même si moi je dis que cet argent-là aurait dû être intégré dans l'investissement économique pour donner du travail réel aux Guadeloupéens. Il a dit que tout va bien en Guadeloupe. Mais tout va bien. C'est ça qui ressort de son discours. Tout va bien. Moi je dis que quand on est président de la Chambre de commerce de Guadeloupe, on doit appeler à l'apaisement. On doit être le premier, et il aurait dû être le premier à côté du président Chalus pour dire voilà, on doit s'asseoir là pour qu'on puisse travailler. Et ce n'est pas ça que j'entends. Et je lui dis, ça n'empêche qu'il reste une relation de copain ou d'amis. Mais il me connaît suffisamment pour dire qu'il sait très bien que je ne dois rien à personne. Et je sais dire les choses. Mais je sais aussi, derrière mes propos, trouver des voies et moyens pour que nous puissions effectivement retrouver l'intérêt général. Et c'est ça que j'invite. J'invite effectivement tous ces grands décideurs guadeloupéens à venir, aux côtés du président Chalus, retrouver l'intérêt général pour relancer l'économie de la Guadeloupe et la situation sociale de la Guadeloupe. Que faut-il faire pour tous ces chefs d'entreprise qui ont perdu leurs entreprises, le matériel et tout ça? Ça véritablement, j'espère quand même que le gouvernement, au même titre qu'ils ont mis en place le PGE, qu'on pourra trouver une garantie nécessaire pour leur permettre de se retrouver. C'est peinant, c'est désolant. Est-ce qu'on devrait effectivement arriver à cette situation où nos jeunes viennent piller les magasins et au détriment d'un mouvement social? Ils pillent les pays. Vraiment, c'est triste de voir que des jeunes qui n'ont pas 15 ans, qui se retrouvent au tribunal aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pour des pécadilles. Ils ont mis le feu à des magasins, même si la rumeur publique dit qu'ils n'ont pas tout fait, etc. Mais on a vu ça. Aujourd'hui, nous avons des chefs d'entreprise qui pleurent. Et encore, je leur dis que la FTPE est à leur côté. On est prêt avec le si peu que nous pouvons faire dans le montage des dossiers, dans l'accompagnement moral, l'accompagnement social. Nous sommes prêts à le faire parce qu'on déplore cette situation. Vous dites que vous êtes prêts. Nous ne devrions pas arriver à cette situation, mais la FTPE, elle est prête à les accompagner. Et nous sommes à leur côté. Et je leur renouvelle mon soutien et le soutien du conseil d'administration de la FTPE. Parce que ça devrait se faire. Ça ne devrait pas se faire. Malheureusement, on est obligé de décrier notre jeunesse aujourd'hui parce qu'effectivement, ils sont désœuvrés. Alors justement, Alan Nagam, justement, et c'est bien parce que j'allais y arriver, vous dites il faut que tous nous puissions être main dans la main pour vraiment qu'il y ait des solutions. Alors, qui dit solution pérenne, il faudrait que tous les compartiments soient pris en compte. Vous le reconnaissez. Absolument. Donc, que faut-il faire pour ces jeunes de la rue, justement? Est-ce que ceux-là n'ont pas le sentiment d'être délaissés pour compte et que personne ne s'arrête sur leur chemin? Est-ce que ceux-là, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par là, par s'occuper des jeunes qui sont dans la rue, qui sont sans emploi, qui sont désœuvrés, qui sont tout ce que vous voulez? Je vais vous donner un exemple. Un exemple qu'on a vécu sur une question que j'ai posée à l'époque où Victorin Lurel était encore président de la région. Et il y avait le secrétaire général du rectorat. On parlait de formation ce jour-là. Je leur ai demandé que deviennent les jeunes qui sortent du collège à la 3e et qui ne sont pas acceptés au lycée. Parce que vous savez que quand un jeune sort de la 3e,
il doit être accompagné de ses parents pour faire une demande pour être accepté dans un lycée. Et s'il n'a pas suffisamment de moyens, eh bien, pour un lycée VPAI, parce que le dossier est qu'à suivre, ils tuent bulants, ils en mettent dedans, ils sont saletés, ils sont violents, etc. Donc, c'est cette jeunesse-là qui disparaît entre le troisième et seconde. Qu'adviennent-ils? Eh bien, ils tombent dans l'oisiveté, ils n'ont rien à faire de la journée, ils ont qu'à fumer zeb, ils ont qu'à vendre zeb, ils ont qu'à toute qualité bitin pour débrouiller, ils ont qu'à des fois couper babé famille. Et comme on sait qu'on a beaucoup de jeunes parents aujourd'hui qui, au-devant de ces jeunes-là, comme ils n'ont rien pu faire, donc les jeunes reprochent à leurs parents, mais on ne peut pas faire rien ben moins. Gars, Jean, là, on peut dire, mais pas faire ça, mais quand on fait ben moins. Donc, il y a ce reproche familial. Donc, nous devons reconsidérer tout ça, parce que ces jeunes-là, le rectorat n'a pas de réponse, parce que le rectorat n'a aucune trace de ces jeunes qui ont quitté le système scolaire en troisième, qui n'ont pas retrouvé de place au lycée. Et il y a aussi qu'on a dévalorisé le lycée professionnel. Et il faut qu'on arrête effectivement aussi de former nos jeunes PMI. Il y a trop de métiers aujourd'hui. Nous avons proposé au rectorat à l'époque de M. Galap les métiers de la mer. Parce que nous avions aujourd'hui, et nous avions le courrier du ministre de l'époque, qui était de droite, j'oublie son nom, qui était avant le gouvernement Hollande, j'oublie son nom, qui avait son courrier, qui disait qu'il faut lancer le métier, particulièrement l'aviron. L'aviron, c'est un sport qui, effectivement, qui amène au vivre ensemble. Et malheureusement, le rectorat n'était pas prêt. C'est Galap, à son époque, qui a commencé à lancer le métier de la mer à l'école. Oui, on a vu qu'il y avait eu on envoyait nos enfants faire de la natation. Une initiative régionale, vous vous rappelez? La première chose... Un bateau, qui avait fait la route du Rhum et pour la région et qui était censé servir aux jeunes pour qu'ils puissent s'insérer au niveau des je peux dire, de la mer. Dans les métiers de la mer, ni biologiste, ni soudeur marin, jardinier de la mer, ni scaphandrier, parce que là aussi c'est un métier, il faut savoir plonger. Il faut tous ces métiers-là. Le déballastage marin, aujourd'hui, depuis que la loi est arrivée, quelle entreprise guadeloupéenne qui entretient les bateaux quand ils entrent au port et quand ils repartent? Parce qu'aujourd'hui, la loi interdit à un bateau, c'est ce qu'on appelle le déballastage. L'écocide marin pour pouvoir nettoyer les littorales. Qui forme nos jeunes à ces métiers-là? Nous avons aujourd'hui une zone exclusive économique de 88 000 km², dont 6 000 km² de mangroves. Qui l'entretient? Qui les nettoie? Aujourd'hui, on peut faire des choses. Aujourd'hui, qu'on est en train de dire que le lambi disparaît. Qui parle de projet d'élevage de lambi, alors que nous avons une qualité de lambi de qualité supérieure que ce qu'on fait la Jamaïque, que ce qu'on trouve à Désirade. C'est le lambi de la zone de mangrove, le lambi de Fajou, de Sainte-Rose et de Vieux-Bourg-Abîme. Quand est-ce qu'on mettra effectivement ces choses-là en formation pour pouvoir développer ces élevages-là? Or, il est connu parce que nous sommes en possession des documents de l'IFREMER pour justement l'élevage de lambi. Mais est-ce que malheureusement ça ne revient pas ou ça ne se dit pas quand on se trouve face à une grande difficulté? Est-ce que de manière régulière, il y a des personnes qui viennent, qui font des propositions, qui avancent des idées? Est-ce qu'il y a un espace pour toutes ces propositions? Il n'y a peut-être pas d'espace, mais je dis une chose, et ça encore aussi un message que je lance à nos décideurs. Il faut que nous arrêtions effectivement chaque fois qu'un projet ou une idée vient d'ailleurs, il soit le meilleur projet au monde. Parce que je prends deux cas. Je prends le cas de Cadran à Désirade, qui a installé des éoliennes en mer, alors que les éoliennes sur terre sont décriées partout en Europe. Mais chez nous, on les installe, parce qu'effectivement, on ne sait pas comment on va traiter les lithium dans quelques années. Cadran, il est venu chez Désirade, il a fait des promesses au maire de Désirade de l'époque, il est venu inaugurer ces machines quand il commençait à vendre ses affaires à EDF, pas ni un seul emploi. Valorem à Sainte-Rose, 8 éoliens qui tournent. Combien d'emplois? Il y a qui emploie de passer des broussailles en pied à ces éoliennes-là? Il faut une personne, parce qu'il a emmené son ingénieur ici pour, à partir de son ordinateur, il traite et il vend à EDF. Ils viennent gagner de l'argent chez nous sans considérer la jeunesse guadeloupéenne. Donc, est-ce qu'on a besoin de ces qualités d'entreprises qui arrivent chez nous? Alors que nous pouvons effectivement, dans des consortiums, dans des investissements communs, dans une recherche effectivement de création de fonds d'investissement sur notre territoire, on peut faire des choses. Et toutes ces choses-là
effectivement, où on est en train de bouffer les fonds européens de la Commission régionale de l'énergie qu'on appelle le CREU, que dirige Jean-François Carenco, et pas pour longtemps parce qu'il part à la retraite. Mais c'est pour vous dire que dans la régulation de l'énergie, on parle d'énergie, on dit que nous sommes autonomes bientôt en énergie, mais quelle est la réalité de cette autonomie énergétique sur l'emploi guadeloupéen? Il n'y en a pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés au temps réel de l'action, parce que les choses se répètent depuis bon nombre d'années, vous le savez à la NACAM. Mais moi je le dis. Et aujourd'hui, on se retrouve encore répété et les choses se dégradent. Et où sont les actions? Qui peut mettre en action toutes ces idées, toutes ces propositions? Nous sommes prêts. Avec nos techniciens, nous sommes prêts. Mais il faudrait qu'une chose, qu'on nous entende et qu'on nous comprenne. Qui doit vous entendre? La collectivité régionale, mais pas que. L'État aussi. Mais il faudrait aussi que certains qui sont pour le statu quo, parce que je vais vous dire une chose, ceux qui sont pour le statu quo, qui ne disent rien dans les réunions, mais qui parlent derrière, vont dire, pas fait ça. Ça n'est pas bon pour vous. Pas fait ça, parce qu'il y a des lobbies qui existent en Guadeloupe. Il y a des lobbies. Parce qu'il faut savoir que dans le système économique, plus la Guadeloupe va s'appauvrir, c'est-à-dire que plus nous allons vivre des transferts sociaux. Le président Macron vient de mettre de 16 à 25 ans, mettre 500 €. Cet argent-là, il va toujours engraisser une partie. Les transferts sociaux au niveau de l'État, c'est 6,7 milliards par an pour tout l'outre-mer. 6,7 milliards. Imaginez que les supermarchés, ceux qui sont chez nous dans la consommation, ces 6 milliards-là représentent leur chiffre d'affaires demain. C'est-à-dire que leur chiffre d'affaires s'assure le 1er janvier de chaque année. Est-ce que vous pensez que, parce que ça ne change rien pour eux, que le se dégrade. Plus ça va se dégrader, plus ils iront acheter des cuisses de poulet, des pilons, etc. Maintenant, il n'y a plus de cuisses de poulet. On fait des lots de roux de poulet, des lots de cuisses de pilons. Parce que plus le temps, moins que les gens ont de l'argent, on leur donne des moyens de consommation au niveau de l'argent qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils peuvent avec 1,50 € prendre des pilons, avec 2 € prendre des roues de cuisse, etc. Et ils vont bouffer. Mais souvent, ils bouffent des choses qui viennent d'où? De Pologne, de Roumanie, etc. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Oui, mais qu'est-ce qui se développe sur le plan justement, local pour que ces personnes puissent consommer local? On tue la relance de la production. Et comme moi je dis que pour contrecarrer tout ça, justement, il faudrait que nos agriculteurs, plutôt que de vendre l'igname et les madères au kilo sur le marché, ils peuvent très bien copier la nouvelle méthodologie commerciale, c'est-à-dire ils peuvent vendre l'igname épluché en 250 grammes ou 500 grammes. Mais ça existe, l'igname épluché, oui, congelé. Mais justement, c'est pas congelé qu'on doit le manger, parce que si on peut le trouver sur le marché épluché à un prix raisonnable, parce que même s'il est plus cher de 50 centimes ou de 1 € sur le marché, mais on peut manger frais. Il faut que nous apprenions aussi à avoir ça en nous, jouer le patriotisme. Parce que ça se fait dans d'autres... Regardez les jeunes Américains. Aujourd'hui, quand le gaz est plus cher, quand l'essence est plus cher, quand tout ça est plus cher, est-ce que 1 € ne représente pas beaucoup pour certaines familles? Je vous dis, quel est le prix de l'essence à Saint-Martin? Quel est le prix de l'essence à Saint-Martin? Il est en dessous de 1 €. Pourquoi ici il est aussi cher? Oui. Donc il faut se poser la question. Je suis bien d'accord qu'il faut qu'on vive. Mais à un moment donné, il faut que nous puissions poser l'analyse de tout cela pour que nous puissions savoir. Et parce qu'il me semble, ils vivent pas mal à Saint-Martin, ils vivent pas mal au Venezuela. Il y a quand même de la précarité. Ils ont de la précarité. Oui, c'est sûr, mais il y a toujours de la précarité partout. Mais il y a un niveau social, il faut un calcul de tout. Moi, je dis aujourd'hui, on parle de l'outre-mer, l'octroi de mer, par exemple. L'octroi de mer, c'est un sujet qui est valable pour un certain nombre de tailles d'entreprises, mais qui appauvrit la petite entreprise, parce que quand il doit avancer cet argent-là pour payer l'octroi de mer, et quand vous avez un stock de marchandises, vous savez très bien que vous allez vendre 60% de ce stock, mais les 40% restants, c'est une perte pour l'entreprise. Donc quand il a avancé de l'octroi de mer sur ces 40% invendus, c'est aussi une perte. Il perd la marchandise, enfin parce qu'il faut qu'il solde, mais aussi l'octroi de mer qu'il a avancé. C'est pour ça que nous, on est pour une nouvelle méthodologie de l'octroi de mer, payé directement par le consommateur, mais pas supporté par les petites entreprises. On peut effectivement... Il y a tous ces trucs-là à revoir. Le consommateur, il sera encore pressurisé. On sait bien de toute façon, il le paye parce que si l'entreprise, effectivement,
il paie l'octroi de mer à la douane, vous savez bien qu'il va le répercuter sur son prix de vente. Mais par contre, là où il a une déperdition, c'est sur les 40% d'invendus qu'il aura, et là qu'il aura une déperdition. Donc, de toute façon, il faudrait que quelqu'un traite. Si ce n'est pas le chef d'entreprise, c'est le consommateur. Ou alors, nous pouvons effectivement passer à la TVA régionale. La TVA régionale peut très bien, effectivement, on peut analyser ça, parce que tout le monde en parle, mais personne ne dit rien. On peut analyser la TVA régionale, qui va de toute façon permettre à la région de pouvoir des subsides pour répondre aux besoins économiques du territoire. Il y a plein de schémas. Il y a des universitaires pour tout, il y a des avocats et des juristes pour tout, mais aujourd'hui, que l'occasion nous est donnée. L'occasion nous est donnée pour que nous puissions, avec tout le savoir que nous avons aujourd'hui autour de la table, nous puissions effectivement réfléchir à une nouvelle orientation économique de la Guadeloupe. On a les moyens de le faire. Il faudrait effectivement et ça je le dis encore, celui qui est en mesure, c'est le président Chalus qui est en mesure. Et lui seul, et je le dis, lui seul a comment on peut dire ça? La clé? Pas la clé, mais c'est pas l'opportunité non plus. Enfin, c'est lui qui a la possibilité, on peut dire ça, de pouvoir d'initier effectivement quelque chose. Mais par contre, il faut que nous arrêtions de le vilipender, qu'à dire, ah ouais, monsieur qui a fait ça, et aller voir le gouvernement pour dire, oui, je serai meilleur si je suis missionné comme chargé de mission, etc., commissaire de ceci ou de cela. Parce qu'il est court-circuité? Mais bien sûr, il est court-circuité. Donc, certains le font. Et un le fait, il se reconnaîtra. Mais aussi, il faut le laisser, il faut le suivre, il faut le soutenir, il faut l'appuyer, parce que c'est lui seul qui peut être à l'initiative de la relance de l'économie guadeloupéenne. Lui seul, en qualité de président de la collectivité régionale, lui seul peut le faire. Mais il faudrait aussi effectivement que tout le monde le respecte et que tout le monde se mette autour de lui. Et ne pas chercher à lui donner des conseils au préalable pour que les choses soient orientées. Il lance la machine dans l'intérêt général de la Guadeloupe. Et aussi, je pense que si nous sommes ensemble, je le répète, si nous sommes ensemble autour de la table pour dire au ministre de l'Outre-mer, pour dire au président de la République, pour dire au Premier ministre que voilà nos propositions pour que la Guadeloupe retrouve un schéma de relance, mais aussi un apaisement social. Je pense que le gouvernement ne pourra que l'amender et s'il a lieu le faire voter à l'Assemblée nationale. Alors honnêtement, aujourd'hui, par quoi passe l'apaisement social ? L'apaisement social passe par le dialogue. Il faut que nous acceptions d'aller au-devant. Et c'est dans la même configuration qu'on peut mettre en place. Aller au-devant des responsables, de ceux qui sont dans la situation. Je crois qu'il y a les pompiers, il y a les différents syndicats, il y a les personnels hospitaliers, il y a aussi les chefs d'entreprise. Il faut savoir que tous les infirmiers libéraux qui ne peuvent plus rentrer dans les EHPAD ou ailleurs pour faire leurs soins, ils ont en difficulté aussi. Ils ont en difficulté aussi parce qu'un idétoire qui vient de la FTPE. Ils ont aussi parce que comme ils ne sont pas vaccinés, ils ne sont pas dans le pass sanitaire, ils ne peuvent pas rentrer faire travail à eux, ils ont refusé. Ça aussi, il n'y a pas que les salariés ou les fonctionnaires de l'hôpital, il y a aussi des infirmiers libéraux qui sont dans cette situation-là, qui ne peuvent pas accéder à leur lieu de travail. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller chez une dame, faire les soins qu'ils font tous les matins, etc. Ils ne peuvent pas le faire. Alors vous dites que la sortie de crise passe par le dialogue. Le dialogue pour dire quoi? Et je dirais le dialogue et la compréhension, parce que s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de compréhension. Pour dire simplement, mettons-nous ensemble, définissons une proposition commune à faire au gouvernement, et si nous sommes tous ensemble... Et les élus ont fait. Ils ont fait la proposition les élus au ont fait gouvernement pour sortir de la crise. Les élus ont fait la proposition, ils étaient 4-5. Ce que je leur demande, c'est que justement, ils sont sortis et ils étaient chacun sur une radio différente à dire quelque chose, le soir même ou le lendemain. Je les ai entendus, j'ai écouté effectivement ceux qui sont passés sur RCI, ceux qui étaient chez vous-même, ceux qui étaient Guadeloupéens, etc. Ils ont tous pris un chemin différent. Aujourd'hui, je dis ça, il faut que nous apprenions à respecter ce que nous appelons un symbole. Le président de région a en charge du développement économique. Le département en charge du social. Nous devons effectivement, avec ces aiguillons, pouvoir effectivement respecter leurs fonctions et se mettre d'accord avec eux. Monde économique, monde civil, parce qu'il ne faut pas les écarter, monde syndical, les élus, que nous puissions ensemble, effectivement, écrire une solution à proposer au gouvernement. Et je pense que je ne vois pas les raisons pour lesquelles
ni le ministre de la Santé, ni le ministre de l'Outre-mer, ni le Premier ministre, le président, refuser une proposition collégiale du monde guadeloupéen. Je ne vois pas comment ils pourront le faire. Et peut-être ça peut être dupliqué sur la Martinique ou sur la Guyane. Je ne vois pas comment ils vont refuser. Ça voudrait dire qu'ils auraient décidé de renvoyer la Guadeloupe et d'abandonner la Guadeloupe, comme ça s'est dit, et d'ailleurs dans les propos du président Chalus, comme ils ont dit, on va se sentir abandonné parce que réellement ils l'auront manifesté. Est-ce qu'ils peuvent manifester leur abandon après des propositions faites, des propositions collégiales du monde économique, du monde social, du monde politique, du monde syndical de la Guadeloupe? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Merci Alan Nagam d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis.